histoires de manipulation, de détournement d'argent, c'est improbable. C'est le monde dans lequel on vit. Je trouve ça très triste en fait. Et c'est difficile, moi j'ai un grand garçon de 17 ans. C'est très difficile après d'aller lui expliquer qu'il faut faire les choses bien. Jusqu'à la télé tous les jours, il se rend compte que ceux qui réussissent sont les plus pourris. C'est compliqué en fait. Et en plus, par contre, les choses bien, on ne les montre pas, parce qu'il en existe. Évidemment, jamais, parce que on ne les montre pas, parce que les montrer, c'est devenu presque obscène. Aujourd'hui, bien se comporter, être galant, être respectueux, même vis-à-vis d'un adversaire. Car moi, dans les arts martiaux, il m'arrive d'avoir des adversaires. Je suis malgré tout respectueux. Que je perde ou que je gagne ce combat, je serai respectueux envers lui, car de fait, il est venu face à moi et pour cela, il mérite tout mon respect. À la lecture du scénario, comment vous l'avez perçu est-ce que vous l'avez senti d'aujourd'hui? Est-ce que vous avez senti que voilà, c'est un petit peu quelque chose qui monte, qui gronde, mais il n'y avait pas les événements malheureux qu'on peut avoir aujourd'hui. Là, tout d'un coup, le film prend une tournure un peu différente, compte tenu des événements. Après, le scénario a été en perpétuelle évolution. C'est ça, c'est que le film en fait nous a permis d'amener énormément de choses, de s'attribuer beaucoup pas sur l'écriture, mais sur l'adaptation, on va dire, des dialogues, presque des actions aussi. Même sur la trame aussi. Mais c'est ce que je veux dire, sur les actions finalement qui se passent. Et c'est vrai que cet événement part d'un taxi basket, donc d'un événement qui existe où j'ai honte de le dire, mais j'ai déjà fait ça sur un pauvre monsieur qui travaille, plus jeune, en ayant bu, machin. C'est des choses voilà, qui arrivent où malheureusement il y a des valeurs qui se perdent de tous les jours. Et ce film rappelle qu'il peut y avoir des gens, et voilà, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quelqu'un derrière tout ça qui ne va pas laisser passer. C'est ça, c'est un film sur les valeurs perdues. Je crois qu'on est tous aujourd'hui en quête de valeurs, de repères. De repères, d'un souffle nouveau. Bien évidemment, je ne parle pas. Non, bah non. Non, loin de nous de penser à cela. Loin de nous de penser à cela. On se rapproche plus du film Demain on n'interprète pas mal. Non, voilà. Je ne suis pas favorable à certaines choses. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je crois qu'aujourd'hui, les gens ont besoin tout d'un coup de se retrouver, d'avoir des valeurs plus fortes, parce qu'en ce moment, il y a un climat de haine, les gens ont peur, les gens... et que ce film-là, non mais même si ce film-là, nous, on l'a pas fait forcément pour ça à l'époque, mais Julien avait déjà ça en tête. Oui, bien sûr. Le côté justicier, où lui voulait faire un film où la personne qu'on peut prendre pour le méchant du film, finalement, est le gentil, le justicier, alors qui évidemment se fait justice à sa façon, et c'est pas forcément la meilleure des choses. Non, ce n'est pas la meilleure des choses. Non, il y a des enfants qui regardent. Je viens d'apprendre que ça fait 18 ans, Jacques Perrin vient de me dire que vous avez commencé l'aventure, vous travaillez ensemble. Alors il a un petit peu gonflé, mais de peu, parce que je crois que moi, Jacques, ça fait plus longtemps que j'ai travaillé avec lui, mais sur des films de fiction précédemment, donc là on remonte à presque une trentaine d'années. Mais par contre, je l'ai rejoint pour Le Peuple Migrateur en 99, donc voilà, ça fait 16 ans. C'est pas tout à fait 18, même si notre collaboration est plus ancienne sur d'autres types de films. Quel est votre travail propre sur le film, Gilbert? Je suis intervenu donc plusieurs fois. D'abord au tout début, quand j'ai rencontré Jacques Perrin, Stéphane Durand d'abord, puis après Jacques Perrin, on a beaucoup travaillé ensemble, c'est-à-dire j'ai raconté comment était cette forêt, quelle a été son évolution, les glaciations, comment on est sorti de la glaciation, les espèces qui étaient présentes, etc. Et donc on a co-signé ça. Une fois, Jacques Perrin, très gentiment, est venu avec un gros rapport, tout tapé à la machine, et il a dit voilà, ça c'est tout ce que Gilbert Cochet a dit, c'est la Bible. Donc voilà, ça vous dit un petit peu ce travail qui a été fait. Alors ça c'était en amont. Donc, et comme je vous disais, comme je suis un peu non spécialiste, mais plutôt généraliste, j'ai pu aborder un petit peu toutes les facettes, que ce soit la botanique, que ce soit la faune, etc.
Et puis après, on s'est posé des questions, mais quelles sont les espèces qu'on va filmer? Parce qu'il a fallu faire des choix. Donc là, on a tous nos petites frustrations, hein, parce que bon, telle espèce n'a pas été prise, etc. Mais on sait bien que c'est pas possible. Et puis les espaces, les lieux. Dans quel lieu, dans quel espace on va pouvoir filmer telle ou telle espèce. Et puis pas faire de fautes scientifiques. Quand on est dans une forêt, comme disait Jacques à l'instant, on avait la forêt de Bielowieża, donc en Pologne, qui ressemblait à une forêt primaire, mais il y avait des épicéas au milieu. Or, notre forêt à nous, c'était une forêt de plaine, du bassin parisien, mettons, au milieu de la France, sans résineux. Donc on a fait attention en filmant de ne pas trop montrer ces résineux. On ne les voit pratiquement pas. Lorsqu'on voit les grues cendrées qui passent au-dessus de la forêt, et à un moment donné, on voyait une petite plantation d'épicéas. Donc on a supprimé cette image. Donc voilà, il y avait ce regard-là du scientifique pour qu'il n'y ait pas d'erreur commise. Parce qu'en même temps, vous vous faites poser les questions que l'on peut se poser, nous, en tant qu'État extérieur, à ce genre de choses. De plus en plus, avant, je pouvais vouloir faire des films en 70 plans, avoir envie de plaire au cahier du cinéma, etc. Et puis là, il y a un truc, je trouve, parfois, un auteur doit avoir un point de vue, mais son point de vue, je crois que le point de vue de l'auteur, ça doit être de cultiver le point de vue du spectateur. Et je ne suis pas là pour donner des réponses, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais surtout, je suis là pour vous faire voir, puisque vous êtes public aussi, hein, enfin, mon travail, c'est de vous faire voir que vous pouvez en avoir un point de vue. Et en plus, que le vote, c'est pas le même que le vote, que c'est pas le même que le vote. Alors, ma grande crainte, c'est que c'est quand même casse-cou, parce que je suis pas sûr que ce soit ça qui fait les grands films populaires. Oui. Parce qu'il faut de la... Non, mais alors... Pour gagner aux élections, il faut proposer apparemment... Il faut proposer apparemment des idées simples, pas trop complexes. Si vous voulez les Césars et les Oscars, c'est autre chose. Voilà, et ce que moi j'essaie de faire, c'est de déconstruire la logique hollywoodienne. C'est-à-dire qu'on part avec un héros, type qui a priori se présente... c'est Sean Penn ou George Clooney en Haïti, quoi. Sauf qu'à un moment, il faut montrer comment ça bascule, quoi. Voilà. On va pas dévoiler l'histoire, mais c'est vraiment politiquement incorrect. Et c'est vrai que vous donnez des pistes pour certaines petites choses. Alors, il ne faut pas le prendre au premier degré, bien sûr. Oui, il y a une phrase qui résume un peu la philosophie du film, c'est l'honnêteté, c'est un luxe inventé par les riches pour que les pauvres ferment leur gueule, et c'est un peu ça le sentiment général, quoi. Après tout, pourquoi pas nous? Nous aussi on y a droit. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui naissent avec une cuillère d'argent dans la bouche et d'autres pas? Et si la cuillère d'argent elle tombe, pourquoi on n'a pas le droit de se baisser pour la ramasser? Si ça fait de mal à personne, s'il n'y a pas de victime. Et voilà, c'est un peu la philosophie du... Est-ce que si on ne va pas plus loin, on ne pourrait pas lire aussi, faire avoir une lecture comme quoi ce film est un film d'entraide? Oui, c'est un film d'entraide parce qu'elle aurait pu le faire, cette dame, si elle avait été moins égoïste, moins... Elle aurait pu comprendre que cette famille avait peut-être... Elle aurait pu partager un petit peu ses deux maisons, son piano, sa lampe à 20 000 €, etc. Elle garde tout pour elle. Et tout son amour, elle peut le donner qu'à ses petits chiens. Vous avez eu des moments de chômage, vous Des moments de chômage... Oui, non, j'ai eu des creux, des trucs... Des craintes aussi? Non, mais des craintes, oui. Mais de toute façon, quand on commence ce métier, on croit toujours que c'est qu'on a eu de la chance, que c'est allé vite et tout ça. Mais non, j'ai fait des petits boulots, des trucs... mais ceci dit, j'ai pas besoin de vivre ce que je joue, hein, non, bah non, pour le jouer, vous voyez ce que je veux dire. Oui, non. Donc on a tous dans l'esprit et évidemment dans l'écoute de ce qui se passe autour de nous, une conscience de ceux qui sont au chômage ou de ceux qui c'est dur, quoi. Même quand on est privilégié. Au contraire, on profite d'ailleurs beaucoup de ce qu'on vit parce qu'on sait qu'autour c'est dur, quoi. Ces gens-là, cette famille-là, on la connaît tous. On a été ça, on sera peut-être ça. Parce qu'en plus, on n'est absolument pas protégé de ce qui va se passer. On ne sait pas. Peut-être que là, c'est moi qui vais bien et dans 2 mois, c'est moi qui aurait plus de boulot pendant 2 ans. Surtout que vous êtes dans la forteresse. La fille. Oui, voilà. Maintenant, la fille, ça m'étonnerait. Vous êtes bien ancré maintenant. Non, mais on ne sait pas. Rien n'est joué. On ne sait pas. Justement. Tous les parcours, si vous faites le tour, les actrices, elles ont vraiment des... Oui, à certains âges, quoi. oui.
pour toutes. Même notre icône nationale qui est Catherine Deneuve a des périodes que vous ne ressentez pas vous parce qu'elle est toujours présente, mais elle peut ne pas travailler pendant un an et pour elle c'est une inquiétude et pour nous ça l'est pas parce qu'on la revoit et elle arrive et elle est tellement flamboyante et tellement géniale à chaque fois qu'on redémarre avec elle. Mais je pense que dans tous les métiers c'est comme ça. Dans un métier comme le nôtre qui dure et qui peut durer. Et puis c'est sur le désir, donc on peut lasser les cinéastes, lasser les gens. Aujourd'hui, les jeunes, avec des films comme Demain, où on peut voir qu'il y a des alternatives de société, de vie, de mieux vivre, est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, est révolutionnaire ou pas? Non, mais il faut quand même relativiser tout. Quand on montre des documentaires sur des alternatives de lutte, alors que le fascisme est dans notre pays, que l'état d'urgence nous mène à une censure totale, que les gens acceptent cette dérive fasciste qui est comme dans les années 20 est menée par la social-démocratie, et qu'on accepte ça. Me parler d'alternative entre le plan des carottes et la défense des grenouilles en terrain humide à Sivens, évidemment, j'ai un peu les boules. Je le dis carrément, je me demande si les gens se rendent compte de ce qui se passe dans ce pays alors qu'il y a des parachutistes sur la Canebière, qu'il y a des flics à tous les carrefours, qu'on prend une départementale, on tombe sur des barrages de 50 gendarmes. Non, il faut arrêter de dire qu'il y a des alternatives. Non, les alternatives, soit on combat ce qui se passe actuellement, soit on combat cet état de siège et toute la collaboration de tous les partis avec l'état de siège. On rentre chez soi et on dit la lutte n'est pas possible, mais on ne dit pas oui, il y a des alternatives, dans cette usine on a dit merde au patron, dans celle-là, tout ça. Moi j'ai été au Fralib souvent, je me suis battu avec eux, mais ça ne va pas changer le monde, les Fralib. Voilà. En même temps, c'est aussi une ouverture, c'est-à-dire que l'échange franco-algérien là est très important. Excuse-moi, c'est pas conférence de presse, c'est ça? Ben, Christian m'a dit que je travaille ici. Non, c'est pour savoir, parce que je vois que c'est toi qui parle. Non, mais alors, Franco, j'ai envie de dire franco-maghrébin, parce que c'est vrai que moi je situe ça en Algérie parce que je suis d'origine algérienne, mais Jamel est d'origine marocaine, c'est les mêmes réflexes. Mais c'est vrai que le Maghreb, c'est... Fadza, il dit souvent ça, il dit que les Algériens, les Marocains sont les plus grands conservateurs de la culture française. Et c'est vrai qu'ils chantent encore les chansons des années 70, ils parlent un français encore. Donc quelque part, voilà, ces pays-là regardent la France tout le temps. Moi quand je vais en Algérie, on parle tout le temps de la France, et mes cousins là-bas, ils connaissent la France par cœur, ils connaissent les chansons, ils connaissent les politiques, ils connaissent les équipes de foot, et ils rêvent d'y venir un jour. Et en l'occurrence, quand ils viennent, on ne se rend pas compte à quel point ils sont proches de nous finalement. Et là, c'est ce qu'on voit. Quand on voit Fatah avec Savage qui rencontre un châtelain, ils ne se rendent pas compte à quel point ils ont des choses en commun, hein, ne serait-ce que de valeurs humaines déjà. Le personnage que vous jouez, c'est des genres de personnages qu'on a pu voir dans le cinéma égyptien, dans le cinéma arabe, même depuis longtemps même. Il y avait une italienne, oui. Il y avait une autodérision qui a toujours marqué le cinéma. Exactement. Et puis ça fait partie de la vie des gens de là-bas, du bled, hein, de tout le Maghreb, de rire un petit peu de leur misère. Enfin, d'une certaine manière, quand ça devient trop gros. Oui. Mais ils arrivent à placer des bons mots. Je me souviens qu'il y en avait un qui m'avait dit, je lui ai dit alors ça va, il m'a dit, bah, tu sais ici, toutes les journées se ressemblent. Il m'a dit, aujourd'hui je croyais que c'était hier. C'est marrant, c'est drôle, en même temps, c'est triste aussi, mais ça fait rire de bord. Quelle chance d'avoir eu Lambert Wilson, vraiment. D'abord, c'est un grand acteur et il nous a porté tous, tu vois. Il nous a mis vraiment à l'aise. Et puis, le décalage n'aurait jamais aussi bien opéré avec Fadza si ça avait été un autre comédien. Enfin, c'est ce qu'on se dit aujourd'hui parce que c'est évident, mais là, il y avait vraiment deux mondes qui se rencontraient. Même physiquement, c'était intéressant. Ouais, on avait l'impression que l'Algérie et la France se rencontraient, quoi. Faisaient connaissance. Et c'était très chouette à voir. Et la vache, pardon, vas-y, finissez. C'était une leçon, un petit peu de travail pour les jeunes acteurs comme moi. Et passer du temps avec lui, le voir travailler, on apprend. Et puis surtout, c'est un acteur qui porte.
film est ancré dans une réalité sociale. Moi, je pense qu'on peut le dire. Oui, oui, encore que j'entends beaucoup drame social, etc. Bon, bah ça, on met toujours des étiquettes. Parce que ça ne pourrait pas se passer à n'importe quelle époque, n'importe quelle période. Parce qu'il y a un tournant dans ce que vit le personnage par rapport à ce que l'on vit aussi tous les jours. On renvoie cela à l'actualité. Oui, c'est vrai que le contexte autour du personnage est plutôt un contexte de crise tel qu'on l'a connu et qu'on la connaît depuis une dizaine d'années, en tout cas tel qu'on le ressent. Mais j'ai l'impression que malgré tout, le film pourrait, contrairement à ce que vous dites, se passer ailleurs et dans le temps et dans l'espace. J'ai une question sur les autres justement personnes qui ont été licenciées. Est-ce que justement ça a fait boule de neige ou pas? Ou est-ce que ça peut faire boule de neige s'ils ont vent de cette histoire? Alors, sur les 147, il y en avait. La plupart, ils n'étaient pas ils étaient presque pas tous dans la merde autant que ça. Là, la spécificité, c'est qu'il y a 2 salaires qui ont été touchés par la disparition de l'usine, alors que dans la plupart des autres entreprises, des autres foyers, c'était de l'emploi féminin, et donc c'était un salaire sur les 2, et souvent pas le plus gros des 2 salaires qui disparaissaient. Donc moi, en 2009-2010, donc 2-3 ans après la fermeture de l'usine, j'avais fait un petit tour comme ça, de que sont devenus les salariés, les anciens salariés de CCE. Bon, il y avait des femmes qui étaient devenues assistantes à domicile, auxiliaires de vie, donc c'est pas forcément la panacée, mais elles étaient passées déjà à une autre étape de leur existence, quoi. Et donc imagine que maintenant elles sont encore plus passées à une autre étape de leur existence. Elles ont vu le film qui a été projeté à la section du Parti communiste français de Aulnoy-Emery devant à peu près la moitié des anciennes salariées de l'usine. Elles ont rigolé comme vous avez rigolé, elles ont été émues, elles ont été contentes qu'on leur joue un tour et tout ça, mais il n'y en a pas une qui s'est dit « Ah, on va revenir à la bataille ». Pour eux, ça voudrait dire revenir 6 ans en arrière, ça voudrait dire rouvrir une plaie qui avait été partiellement fermée, parce qu'un licenciement, c'est une blessure. Et par ailleurs, elles habitent à 20-25 km les unes des autres, donc la reconstitution d'un groupe, c'est pas possible. La personne qui les fédérée, Marie-Hélène, elle a son propre boulot comme ambulancière, elle peut servir d'assistante sociale en dernier recours, mais elle ne peut pas passer ses journées à aller chercher les unes à droite à gauche pour faire remonter tout le monde dans un car. Donc je pense qu'il faut à la fois dépasser le cas des Clures, mais aussi dépasser le cas de CCE. Je veux dire, moi, j'ai fait ce film parce que bon, de toute façon, le désastre industriel, vous l'avez connu dans le coin aussi, mais moi en Picardie, j'ai lancé Fakir en 99, c'était sur la délocalisation de Yoplait. Il y a eu ensuite les lave-linges chez Whirlpool, il y a eu le papier peint chez Abelia, les climatiseurs chez Manetti Morelli, l'électronique chez Honeywell, même les chips Flodor. Je vous imaginez, pourquoi en Picardie ils perdent même les patates, quoi. Donc, je veux dire, je pense que la question, maintenant que le cas des Clures est réglé, ça doit servir à systématiser, mais pas systématiser à ECCE, mais systématiser à l'ensemble des classes populaires et de l'industrie du pays. Qu'est-ce qu'on fait subir aux classes populaires de notre pays? Et je veux dire que moi, dans ma région, mais c'est pareil dans la vôtre, j'ai un Front National qui est à 42-43%. Quand on voit les Clures, de mon point de vue, on comprend. On ne peut pas faire subir cette souffrance sociale sans qu'il y ait des dégâts psychologiques qui entraînent des conséquences politiques. Et je pense que le fait d'aller mieux pour les Clures, à la sortie, ça change aussi les choses politiquement, et ça les remet possiblement dans une autre dynamique que quand ils sont isolés, et que, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et donc voilà. Les agriculteurs. Ah bah ouais. Hein, vous avez une grande tendresse pour eux, là. Bah, c'est eux qui gardent la France, hein, quand même. Et au père aussi. Non mais c'est vrai, c'est dingue, quoi. Enfin, on est tous là en train de regarder ces paysages magnifiques, etc. Enfin, moi j'y habite à la campagne, donc... mais si... il y en a beaucoup qui en parlent, enfin... je critique pas du tout les écolos, au contraire, mais il y en a beaucoup qui parlent beaucoup de la nature, etc. Mais qui est-ce qui y est, quoi? Qui est-ce qui est... Ouais. Si, c'est fou, enfin, c'est les seuls qui sont là. Moi, j'arrête pas de me balader dans ma cambrousse, de faire du vélo. Et s'ils n'étaient pas là, il n'y aurait personne. Enfin, je sais pas. C'est eux qui ont la nature en garde, quoi. Enfin, des éleveurs, pour pas dire n'importe quoi, sur
le nombre de vaches qu'ils ont, le fait de pouvoir s'en sortir ou pas, c'est limite quand même, hein, c'est archi limite, hein, les robots de traite, tout ça, machin, à partir de quel moment c'est intéressant d'en avoir ou pas, le fait de passer à la viande ou pas, mais c'est vrai que depuis il y a eu les quotas laitiers il n'y en a plus, donc je sais pas justement, je sais pas exactement ce que c'est devenu depuis. Je n'avais pas vu le film, mais maintenant que le film je l'ai vu, je suis sûr que les spectateurs marseillais vont aimer. Alors, on est avec Vania d'Alcantara, donc vous êtes d'origine russe. Non, polonaise. Polonaise. Du côté maternel, oui. Polonaise. Et espagnole Et espagnole du côté paternel. Et elle vit en Belgique. Je suis belge. Voilà. Et vous avez fait un film qui se passe en France et au Japon. Et au Japon. Voilà. Et Isabelle Carré, on ne vous présente plus. Alors moi je suis voilà, parisienne. Hein. J'ai d'autres origines vendéennes et tourangelles. Mais puisqu'on parle de région, je regrette de ne pas être là ce soir à Marseille avec vous parce que c'est un endroit que j'adore. J'ai beaucoup fait des pièces de théâtre à Marseille, à la Criée, au gymnase et c'est vraiment un endroit que j'adore retrouver. Donc je regrette beaucoup de ne pas être là, mais je suis vraiment heureuse de vous présenter ce film qui va vous faire voyager au Japon, qui va vous faire découvrir une autre façon en fait de voir le monde, de respirer, d'être en contact avec soi-même, de faire le calme autour de soi. C'est mon personnage, une jeune femme Alice, qui vit un petit peu comme derrière une vitre, qui a un mari, des enfants, un travail, et qui en même temps, c'est un petit peu perdu. Le quotidien l'a un petit peu englouti, elle n'a pas vraiment l'impression d'être tout à fait vivante. Et elle va partir au Japon, elle va rencontrer un personnage qui s'appelle Daisuke, qui est quelqu'un qui existe vraiment en fait, qui est un ancien policier qui a dédié sa vie à sauver des gens. Voilà. Voilà, alors je vous en dis pas plus, mais disons que c'est un film qui parle de rencontres salvatrices, de renaissance. Hayat Najafi, vous êtes le réalisateur de ce magnifique film. J'ose dire tout de suite que c'est pour moi un avis, c'est un film magnifique et nécessaire. No Land's Song. Ce que j'aimerais savoir, c'est justement, vous avez suivi, parce que c'est votre sœur qui chante? Is it your sister singing? And she's the composer actually. C'est la compositrice. D'accord. Et donc elle a composé, et c'est une interprète que vous avez choisie en fonction de ses capacités aussi bien militantes pour les droits de la femme que militante en tant qu'imprégnée dans la vie iranienne. I think there are two reasons that I chose her. I mean, basically, yes, she's my sister, and I know her, and I know that she's ready to. I mean, she's already a fighter. Il y a deux raisons pour lesquelles il a choisi sa sœur. La première, c'est qu'à l'évidence, c'est une combattante. And secondly, she was already starting this fight, so she was already working on the possibilities to get permission for female voice. Et la seconde, c'est qu'elle était déjà dans ce combat à propos de ce qu'on voit dans le film sur justement les solistes femmes. So we started that we decided that we make this movie. Donc ils ont décidé de manière évidente de faire ce film. Alors on peut dire que c'est quand même un film qui nous apprend beaucoup de choses, parce que c'est vrai que les femmes en Iran avant, au début du XXe siècle, avaient le droit de chanter, et donc avec tout ce qui s'est passé, eh bien il y a eu un basculement. Et le film, c'est un combat, parce que il y a des images que vous avez faites sur plusieurs années. Alors là, vous êtes à Marseille, c'est pas la première ville que vous faites, vous êtes au Pâté Madeleine, et en même temps, donc c'est dans le cadre d'une programmation de films de femmes pour la manifestation Femmes de Mars. Est-ce que justement, qu'est-ce que vous diriez sur cette femme? Comment vous la résumeriez? Elle va bouleverser tout le monde, mais quels sont ses caractères vraiment Je ne parlerai pas que de Rosalie Bloom, parce que dans le film, il y a beaucoup de femmes. Il y a Anémone qui joue la mère de Vincent Lachaud, il y a Alice Isaz qui joue une jeune fille, ses copines, Rosalie Bloom. Donc, Rosalie Bloom, elle est... Je ne veux pas trop en raconter, en fait, parce que comme on découvre au fur et à mesure les choses sur elle, je trouve ça dommage pour les spectateurs. Mais son trait principal, quoi. C'est quelqu'un qui semble avoir accepté un peu depuis des années
la vie un peu solitaire dans laquelle il est, pour des raisons qu'on découvrira au fur et à mesure. Et voilà, mais qui va retrouver dans cette étrange histoire de filature, parce qu'un homme va la suivre, de quoi se remettre en mouvement et retrouver un peu du plaisir à la vie. Mais, pas, voilà, mais on peut dire que ce sont des portraits de femmes, toutes ces femmes, de femmes d'aujourd'hui. Oui, de différentes générations. Puisque oui, c'est évidemment des portraits de femmes d'aujourd'hui. Et comment elles essayent de se reconnecter avec la vie, parce qu'elles sont parfois un peu en pause par la peur, par des problèmes familiaux. Et dans cette histoire à la fois drôle et jubilatoire, j'espère, il va se passer des choses. Mais oui, c'est évidemment des portraits de femmes d'aujourd'hui. Et de gens simples, en fait, de gens proches enfin, il y a du romanesque qui arrive dans leur vie. Léa Fener, donc on est content de vous recevoir pour votre deuxième long métrage, un long métrage dont vous allez nous parler, et vous allez nous parler de la fratrie, parce que c'est vrai que l'origine de ce film, c'est quelque chose que vous avez vécu, que vous avez revécu avec vos parents, donc ça s'appelle Les Ogres. Et c'est un film qui nous enchante en tant que spectateur, parce que ça nous donne un petit peu de la pêche, on retrouve certaines valeurs, et puis on retrouve un air de liberté. Donc est-ce que tout ça, dit comme ça un peu, est-ce que c'est un petit peu tout ce qui a guidé votre point de départ? D'être libre dans le cinéma, d'être libre dans la vie, de montrer qu'il n'y a pas qu'un chemin à prendre. Ça, c'est des grandes questions et des grandes envies. C'est vrai que moi, au départ, le film, c'était déjà tout simplement de se dire... j'avais fait un premier film plus sombre, plus grave, que j'avais trimballé avec moi à montrer à des spectateurs à plein d'avant-premières. Et moi, je goûte beaucoup cette histoire d'échange avec le public. Et là, à l'issue de cette tournée-là, je me suis dit, non, là, aujourd'hui, il faut échanger autre chose. Il y a quelque chose il faut arrêter de désarmer les êtres par rapport à la question de la fatalité. On peut être lucide sur le monde, sur les histoires, sur ce qui nous arrive, mais tout en écrivant des histoires gaies, avec de l'énergie, avec du punch. Et la première envie, elle était toute simple et très ambitieuse, c'était de faire un film solaire, tapageur, joyeux, profondément joyeux, mais avec insolence, avec âpreté. Et pour ça, c'est vrai que j'ai eu envie de plonger ma caméra dans les histoires dans lesquelles j'avais grandi, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont amener le théâtre sur les routes de France, qui amènent avec eux le rêve, l'imaginaire du théâtre, mais aussi leur désordre, leur manière toute particulière à eux de faire des choix hors des cadres, hors de la marge, et qui comme ça, voilà, avec leur chapiteau, proposent aux spectateurs quelque chose de différent, de nouveau, une utopie un peu fragile, un peu modeste, de faire des choses ensemble, de vivre des choses ensemble. Ça veut dire faire un film qui s'appelle Marseille. De quel Marseille parle-t-il? Qu'est-ce qu'il veut nous raconter? Pourquoi Marseille? Je suis là pour répondre. Alors, voilà. Cad, justement, moi j'ai été agréablement surpris. Je crois que c'est... Bon, je ne suis pas marseillais d'origine, mais je suis d'adoption, oui, comme toi. Mais j'ai été agréablement surpris parce que c'est le vrai Marseille que je connais. Et c'est le Marseille qui n'utilise pas les clichés que l'on voit habituellement sur Marseille. Et je crois que c'est le premier film qui a été fait sur Marseille qui représente vraiment cette ville que l'on aime par ses qualités, par ses défauts. Merci papa. Voilà, alors justement, voilà, on va s'arrêter là. Merci beaucoup. C'est le fait d'avoir rencontré les gens ici, voilà, et donc que Patrick aussi ait participé au scénario. C'est un mélange, un doux mélange de tout ça. L'envie de faire un film à Marseille, c'était aussi une manière de montrer des gens à Marseille qu'on ne montre pas tellement finalement. Sans dire, voilà, les clichés de Marseille. Quand on parle de Marseille, souvent, quand on est loin de Marseille, on n'entend que les choses négatives. Vous le savez très bien. Très rarement, on va tout d'un coup s'emballer sur
les Marseillais, voilà, il y a toujours une réputation, il y a toujours des choses qui sont un peu négatives. J'ai pas voulu faire non plus, j'ai pas voulu démontrer que c'était pas vrai, parce que je suis pas envoyé moi par le maire de Marseille ni par l'office du tourisme. Hein. J'avais envie de faire un film à Marseille parce que à force d'y venir, d'en repartir, d'y revenir, de me ressourcer, de me sentir bien avec les Marseillais en général, j'avais envie de faire un film qui s'appelle Rio Kézak, qui s'appelle Rio Marseille. Et puis c'est vrai que la rencontre avec Patrick a été importante parce que entre dire voilà je veux faire un film qui s'appelle Marseille à Marseille et ce que vous avez vu, il y a un long chemin. Et donc quand j'ai retrouvé Patrick à Marseille, parce qu'on se connaît nous de comédie, la grosse émission, la chaîne comédie, Farouja, les Robins des Bois, c'est une espèce de bande comme ça d'humoristes. Donc j'ai dit à Patrick voilà j'ai envie de faire un film à Marseille, mais j'ai besoin de toi parce que tu as, voilà, c'est un Marseillais, il connaît aussi les gens de Marseille, ceux qu'on ne montre pas, c'est ce Marseille de l'intérieur, qui n'est pas que côté mer, mais un peu de l'autre côté. Et puis avec Patrick, effectivement, cette rencontre avec lui, c'est son histoire familiale aussi, sa propre histoire, ces personnages qu'on voit dans le film, parce que tout ce qui est dans le film est vrai.